l'architecture. En 1988, à la demande de Madame Thatcher, le Met Office met en place une équipe de modélisation climatique qui constituera plus tard la base d'un nouveau comité international baptisé GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et le premier grand rapport qu'ils ont publié prévoyait une catastrophe climatique provoquée par le réchauffement planétaire. Je me souviens de la conférence destinée à la presse scientifique à laquelle j'ai assisté. J'étais frappé par deux choses. Premièrement, la simplicité et l'éloquence du message, ainsi que l'énergie avec laquelle il nous était transmis. Et deuxièmement, le mépris total de toutes les découvertes climatologiques réalisées jusqu'alors, y compris le rôle du Soleil, qui pourtant avait été au centre d'une réunion importante de la Royal Society quelques mois plus tôt. Mais la toute nouvelle importance accordée au dioxyde de carbone généré par l'homme dans les problèmes environnementaux ne séduit pas que Margaret Thatcher. Patrick Moore est considéré comme l'un des plus grands écologistes de sa génération. Il est l'un des fondateurs de Greenpeace. Le climat est devenu un centre d'intérêt majeur pour deux raisons bien distinctes. Premièrement, au milieu des années 80, la majorité des gens étaient d'accord avec la plupart des idées raisonnables que les mouvements écolos préconisaient. Quand une majorité de gens est d'accord avec vous, pas facile de continuer à la provoquer. La seule façon de rester contestataire était donc d'adopter des positions encore plus extrêmes. Quand j'ai quitté Greenpeace, ils étaient en train de se mettre d'accord sur une campagne interdisant le chlore dans le monde entier. Je leur ai dit, mais il fait partie du tableau de classification périodique des éléments. Je ne suis pas sûr que notre juridiction permette d'interdire entièrement un élément chimique. Et deuxièmement, l'extrémisme écologique a vu le jour à cause de l'échec du communisme. Le mur est tombé. Et beaucoup de pacifistes et de militants politiques se sont alors tournés vers le mouvement écologiste en amenant avec eux leur néo-marxisme. Ils ont très intelligemment appris à manier la langue des Verts pour masquer des programmes plus proches de l'anticapitalisme ou de l'antimondialisation que de l'écologie ou de la science. La gauche a été légèrement désorientée par l'échec manifeste du socialisme et bien plus encore du communisme, de la forme de communisme qu'elle avait adoptée. Elle est restée anticapitaliste, mais elle a dû trouver un nouveau prétexte à son anticapitalisme. Ça a donné une alliance étonnante allant de Margaret Thatcher à droite jusqu'aux écologistes anticapitalistes d'extrême gauche. Et c'est ce qui a donné un grand élan à cette idée farfelue. Au début des années 1990, la théorie du réchauffement planétaire provoqué par l'homme ne revêt plus un caractère excentrique. Elle donne lieu à une campagne politique à grande échelle qui attire l'attention des médias, ce qui lui vaut un supplément de financement public. Avant Bush père, les fonds investis dans la climatologie et les sciences du climat s'élevaient à environ 170 millions de dollars par an, ce qui était raisonnable compte tenu de l'importance du domaine. Le budget est ensuite passé à plus de 2 milliards par an, soit un facteur de plus de 10, d'où des changements considérables. Beaucoup d'emplois ont été créés. Oui, beaucoup. Beaucoup de nouvelles personnes qui auparavant s'en désintéressaient sont entrées dans cette filière. On a vu surgir des cohortes de personnes dont le seul intérêt pour ce domaine tenait au réchauffement planétaire. Si je voulais faire de la recherche, disons, sur les écureuils du Sussex, et ceci est valable depuis les années 1990, je remplirais ma demande de bourse en disant « Je souhaite réaliser une étude sur le comportement de collecte des noisettes chez l'écureuil au regard de ses effets sur le réchauffement climatique. » Et ainsi, j'obtiendrai de l'argent. Si j'omets cette référence, il se peut qu'on ne me verse rien. Nous sommes tous en concurrence pour obtenir des fonds. Et si notre domaine d'étude suscite des inquiétudes, nous aurons d'autant moins de peine à justifier l'allocation de fonds dans le domaine en question. Une
proportion importante de ces fonds a été consacrée à l'élaboration de modèles permettant de concevoir des projections climatiques. Mais quel est au juste le degré d'exactitude de ces modèles? Le docteur Roy Spencer a été un chercheur de haut rang en études climatiques au centre de vol spatial Marshall de la NASA. Il s'est vu décerner des médailles par la Société météorologique américaine et la NASA, récompensant sa contribution exceptionnelle dans le domaine scientifique. Les modèles climatiques valent ce que valent les hypothèses qu'ils intègrent. Or, il existe des centaines d'hypothèses. Il suffit que l'une d'elles soit fausse pour que la projection perde toute pertinence. Tous les modèles partent de l'hypothèse que le CO2 produit par l'homme est, plutôt que le soleil ou les nuages, la cause du changement climatique. L'analogie à laquelle j'ai l'habitude de me référer est la suivante. Ma voiture marche mal, mais je ne tiendrai compte ni du moteur, en d'autres termes du soleil, ni de la transmission, c'est-à-dire de la vapeur d'eau, et je vais me concentrer sur un écrou de la roue arrière droite, soit le CO2 produit par l'homme. Voilà à quel point la science se fourvoie. Faute d'une bonne compréhension du système climatique et d'une mise en corrélation de toutes ses composantes, les rayons cosmiques, solaires, le CO2, la vapeur d'eau, les nuages, votre modèle ne vaut rien. L'éventail des prévisions climatiques varie considérablement. Ces variations résultent d'une légère modification des hypothèses sur lesquelles les modèles sont fondés. J'ai travaillé avec des modélistes. Or, en fignolant les paramètres d'un modèle mathématique, on modélise tout et n'importe quoi. On peut faire apparaître un réchauffement ou un refroidissement du climat en y apportant des modifications. Au premier abord, les modèles informatiques ont de quoi impressionner le novice. Ils donnent souvent lieu à de folles spéculations qui se présentent sous la forme d'énoncés scientifiques rigoureux. Ils fournissent également aux médias une source abondante de scénarios spectaculaires. Ce qui me surprend, en qualité de journaliste de longue date, c'est la façon dont, sur ce chapitre, les principes journalistiques les plus élémentaires semblent avoir été bafoués. Il y a toute une nouvelle génération de reporters et de journalistes spécialisés dans l'environnement. Si vous en faites partie et que cette histoire de réchauffement planétaire est jetée au rebut, votre emploi connaîtra le même sort. Les reportages se doivent d'être de plus en plus alarmistes, parce qu'il reste heureusement une poignée de chroniqueurs aguerris prêts à déclarer « Vous teniez le même discours il y a 5 ans ». Ah oui, mais répondra-t-on aujourd'hui, c'est bien pire. Le niveau de la mer va monter de 3 mètres d'ici à mardi prochain, ou je ne sais quoi. Ils sont contraints d'adopter un discours toujours plus véhément. Les médias ont désormais coutume d'imputer le moindre ouragan ou la moindre tempête au réchauffement climatique. Mais sur quel fondement scientifique s'appuie-t-il? C'est de la pure propagande. Tous les manuels de météorologie nous disent que la principale cause des perturbations climatiques est la différence des températures entre les tropiques et les pôles. Et on nous dit que si le climat se réchauffe, cette différence se réduira. On devrait donc en conclure que le climat sera moins rigoureux et qu'il y aura moins de variations climatiques. Mais pour une raison ou une autre, comme ce n'est pas assez catastrophiste, on vous dit le contraire. On entend parfois dire qu'un réchauffement modéré suffirait à faire fondre les calottes glaciaires polaires de la planète. Mais que nous apprend l'histoire climatique de notre planète? Nous disposons de relevés de température effectués au Groenland il y a plusieurs milliers d'années. Le Groenland a connu dans le passé des températures bien plus élevées qu'aujourd'hui. Il y a seulement 1000 ans, il y faisait plus chaud qu'aujourd'hui, sans pour autant qu'il y ait eu de fonte glaciaire dramatique. Même si l'on considère le permagel, cette couche de glace qu'on trouve par exemple en Russie, on s'aperçoit qu'une grande partie de celui-ci a fondu il y a 7 ou 8 000 ans dans des proportions bien plus importantes que celles des projections actuelles. En d'autres termes, il s'agit là d'une évolution historique, mais le monde ne s'est pas pour autant brusquement effondré. Le professeur Siyunichi Akasofu dirige le centre de recherche arctique de l'Alaska, le plus important institut du monde en la matière.